Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui 5 novembre 2018 à 10h02 aux côtés de Benjamin de Cryptélite pour vous faire le top de ce mois-ci, le top du mois d'octobre. Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Ce mois-ci, ce sera un top 4, puisque de toute façon, je sais plus ce qui se passe, ça c'est devenu très difficile de trouver des sources fiables pour créer les tops comme je les faisais auparavant. Donc plutôt que d'utiliser des mauvaises sources pour vous faire un top en carton, on a décidé quand même de vraiment se pencher sur quelques cryptos et voir qu'est-ce qui nous semblait important et intéressant pour nous. Donc bien évidemment pour moi sur le long terme. Et avec Benjamin, il va vous parler des analyses court terme, de savoir s'il y a des opportunités ou des choses qui seraient possibles et intéressantes pour vous à trader éventuellement. Donc, on commence par le numéro 4, celui qu'on va aborder le plus longuement, je pense, parce que on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Après les autres, on en a déjà parlé, vous les connaissez très certainement, donc on va surtout parler de, quand ça voudra, QuantStamp. QuantStamp, ou je sais pas si ça se dit autrement, mais voilà, qui aujourd'hui vaut moins de 4 centimes de dollars. Au moment où je vous parle, on voit que, comme sur toutes les cryptos, on est rentré sur quelque chose d'assez plus ou moins linéaire. Et alors, qu'est-ce que c'est QuantStamp? Ça construit un nouveau standard pour la sécurité blockchain. Et donc je vais surtout vous parler des aspects positifs parce qu'en aspect négatif, il n'y en a pas tant que ça. Même le total supply, vous voyez que ça sera en dessous de 1 milliard de QSP. Donc je trouve que ça va, c'est honnête et surtout pour ce prix-là, quoi. Vous voyez qu'on a déjà atteint les 70 centimes de dollars. Donc on a un beau potentiel qui est jouable dès lors que le market cap global va se remplumer un peu. Donc c'est une société de sécurité qui veut sécuriser et favoriser l'adoption des contrats intelligents par le grand public. Bon, par grand public, comprenez les industries, les sociétés, les entreprises. Il s'occupe aussi de la sécurité de différents échanges. Je crois qu'il s'occupe de la sécurité de Binance, si mes souvenirs sont bons, et vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. Et ils peuvent aussi se targuer d'avoir quelques beaux clients à leur actif, ce qui veut dire, et c'est ça le plus important pour un investisseur long terme, c'est que leur produit fonctionne déjà, il est déjà utilisé avec des clients renommés. Donc ça met en confiance, on sait très bien que c'est pas un jour on fera ci, un jour on fera ça, non, ils le font déjà. Il y a déjà de belles entreprises qui leur font confiance. Et aussi, un point très important que je voulais voir avec vous, c'est le fait que ils ont une équipe qui est, bon, une très grande équipe, une grande équipe, je dirais, on n'en trouve pas souvent des comme ça, souvent les équipes que vous voyez pour certaines cryptos, on va avoir 5 personnes à tout casser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à leur objectif de travail, parce que lui, on va dire, c'est le fondateur et tout, mais bon, d'accord, son passé, ça m'intéresse pas plus que ça. Vu que c'est une entreprise qui veut se baser sur la sécurité, est-ce qu'ils ont des gens qui ont de l'expérience là-dedans? Donc on a le cofondateur qui lui, typiquement, travaillait au ministère de la Défense nationale du Canada. Donc en termes de sécurité, je pense qu'il a déjà un petit peu touché là-dedans. Elle, on voit qu'elle a déjà travaillé chez Visa et qu'elle a travaillé sur la sécurité justement par rapport aux wallets mobiles, ce qui veut dire que par rapport aux cryptos, elle est plutôt bien dans le truc. Olga aussi qui a travaillé chez Visa, oui, je les appelle par leur prénom, c'est plus simple.
Il y a Matt Holland aussi, qui est un senior product manager et qui a déjà travaillé avec beaucoup de startups, aussi bien des petites startups que des grosses entreprises qui sont dans le top 100. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que c'est un gars qui s'occupe que de bons projets. Je trouve que c'est une plus-value de l'avoir dans l'équipe. Et ouais, j'avais vu aussi que Jackson Walker, qui a travaillé déjà chez Google et Apple, ce qui est déjà pas mal. Alors après, c'est en tant que designer, c'est pas un concepteur ou c'est pas, enfin voilà, ça a rien à voir avec la sécurité, mais on va dire qu'ils ont déjà la capacité de bien s'entourer dans cette équipe. Et je vous ai montré que les 10 premiers, je crois. Donc voilà. Après, voyons voir un petit peu. En ce moment, si on regarde sur CoinCheckup, ils sont pas très bien notés. 3,3, je trouve que sur CoinCheckup, c'est pas beaucoup. En dessous de 3,5, je trouve que c'est pas très bien noté. Vous voyez que par rapport à leur algorithme de notation, ils sont 277e, ce qui est pas terrible. Mais en tout cas, en ce moment, ça s'achète plutôt pas mal. La force de l'équipe, 63%, ça je comprends pas. 48%, je trouve que c'est un peu sous-évalué aussi par rapport à justement aux clients qu'ils ont, au fait que ça fonctionne déjà et qu'ils ont déjà commencé à bien faire leurs preuves. Je comprends pas qu'ils aient une force de produit si faible. Donc voilà ce qu'ils en disent eux. Et je pense que maintenant, c'est à toi, Benny, de nous faire un petit retour sur le court terme. Salut à toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi crypto-analyste, ravi de vous retrouver pour ce top du mois d'octobre. Alors, QuantStamp, c'est un crypto-actif qui me plaît à la fois fondamentalement, mais aussi techniquement. En effet, on a actuellement une configuration technique très intéressante. Ça s'appelle un faux breakout, ou alors une fausse cassure. Si vous regardez, QuantStamp avait trouvé des points bas historiques, du moins des précédents points bas historiques, en novembre et en décembre 2017, ici aux alentours des 515 Satoshi, sur lesquels on était venu rebondir à plusieurs reprises, et ensuite on était reparti pour une forte phase de hausse. Dernièrement, on est revenu sur ces supports, ils n'ont pas tenu, ils ont cassé avec la forte baisse du marché des cryptoactifs, mais les vendeurs n'ont pas pu nous emmener bien loin en dessous ces supports, et les acheteurs ont vite repris la main, ce qui fait qu'ils nous ont fait repasser au-dessus de cet ancien support historique, et c'est ça qui crée notre faux breakout. Désormais, à court terme, ça nous montre que les acheteurs défendent bien ce support. Donc, lorsqu'on a une fausse cassure comme ça, un faux breakout, c'est une configuration technique qui met les probabilités en votre faveur dans le cadre d'un achat. Donc, on peut se positionner sur QuantStamp au prix actuel. On est d'ailleurs très proche du support là, avec 515 Satoshi. En se protégeant bien sûr d'un stop loss en dessous le support, au cas où là les vendeurs reprendraient à nouveau la main et le casseraient à nouveau. À plus court terme, si vous voulez ajouter davantage de confluence acheteuse à votre prise de position, vous pouvez attendre qu'on sorte de cette phase de correction horizontale que je vous mets en bleu ici. Vous voyez là, à plus court terme, on trouve une résistance très court terme vers les 590 Satoshi sur laquelle on est venu buter à plusieurs reprises. Donc si vous voulez avoir davantage de, je vais pas dire de confirmation acheteuse, mais davantage de confluence acheteuse, vous pouvez attendre qu'on sorte de cette phase de correction horizontale et éventuellement prendre position sur un retour du prix sur le haut de la phase de correction horizontale vers les 590 Satoshi. Là aussi, en vous protégeant d'un stop loss, alors soit dans la zone au cas où on réintègre cette phase de correction horizontale, soit un stop plus loin en dessous le support, cependant là ça diminuerait votre ratio gain-risque. Donc à vous de décider en fonction de votre profil de risque. Voilà, qu'est-ce que tu nous réserves ce mois-ci en numéro 3? Merci beaucoup pour toutes ces analyses. Le numéro 3, c'est Cardano. Cardano dont on a déjà parlé 2 fois je crois sur la chaîne. Donc, deuxième, ce que j'ai pas dit sur QuantStamp, oui, ils sont 193e. Cardano, 9e. 9e,
pour moi, c'est pas tout à fait bon signe pour une crypto sur laquelle on voudrait beaucoup de potentiel. C'est beaucoup plus simple si on est plus bas dans le CoinMarketCap, bien évidemment, mais il y a quand même un potentiel plus sécure. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt mettre du Cardano dans mon portefeuille parce que ça va être moins risqué que d'autres cryptos, bien évidemment. On voit qu'ils en ont 31 milliards, que pour l'instant c'est 8 centimes. 8 centimes c'est absolument que dalle, hein. On était monté à combien? À 1,15 $. Vous savez que Ripple par exemple, il y en a 3 fois plus par rapport au total supply, il y en a 3 fois plus. Et Ripple est déjà allé dépasser les 2 $. Donc vous voyez que tout est possible, on peut encore faire une belle plus-value en ce qui s'agit de Cardano. Cardano, qui est donc un des représentants de la 3e génération de crypto, c'est une money blockchain open source, et donc ça, vous le savez, pour moi, c'est pas quelque chose de très positif pour moi que ce soit une crypto. Je préfère parler de cryptos qui ne soient pas des monnaies. Je me suis trompé. Je voulais dire que c'est pas très bon signe pour moi qu'une crypto soit une monnaie, parce que il y a Bitcoin qui sera indétrônable. Plus vous en parlez dans la communauté, plus vous voyez que c'est Bitcoin qui sera indétrônable malgré ses difficultés. Et des monnaies, il y en a plein. Donc pour tirer son épingle du jeu, ça va être quand même assez dur. Point positif quand même de Cardano, ça va être déjà que c'est de 3e génération, je l'ai dit, qu'on est davantage sur une preuve d'enjeu et que c'est quand même vachement mieux que la preuve de travail, puisque vous le savez, la preuve de travail est énormément énergivore, donc plus on va pouvoir s'en passer, et mieux ce sera. Et ils seront capables de faire fonctionner des dApps, ils vont bien sûr créer des smart contracts, et ils veulent être plus avancés qu'Ethereum, plus avancés que Bitcoin ou quoi que ce soit, sauf qu'ils veulent aussi avoir leur propre carte de crédit, donc concurrencer Monaco par exemple, concurrencer d'autres. Ils veulent améliorer la scalabilité, la durabilité, avoir une meilleure évolution que tous les autres. Oui, mais à la fois, c'est ça le problème principal, moi je trouve, de Cardano, c'est qu'ils veulent faire la même chose que plein d'autres cryptos, ils veulent le faire mieux, mais sauf qu'ils vont un petit peu partout. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ces engagements? J'en sais rien. Après, si on regarde sur CoinCheckup, là on est déjà à 3,9%. La force de l'équipe, 100%, c'est vrai que c'est des gros techos, ils sont super balèzes et tout. Une grosse équipe de scientifiques. Le GitHub à 100%. La force du produit presque 70%. La force du coin 75%. Et Brand Awareness, on s'en fout. Par contre, en ce moment, ça se vend très fort. Ça se vend très fort. Et aussi, ils ont un petit peu profité ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, c'était plutôt au mois de juillet, mais c'est des racontards qui continuent, comme quoi ils seraient peut-être bientôt listés sur Coinbase. Coinbase, à chaque fois que quelqu'un dit qu'ils vont être listés sur Coinbase, on voit que ça pop. Mais sauf que pour l'instant c'est que du bruit, c'est que du vent, il y a rien, j'ai rien trouvé de vraiment fiable, j'ai pas trouvé de source fiable qui disait que véritablement Cardano allait finir chez Coinbase. Donc voilà, vous voyez que même sur CoinMarketCap ça n'apparaît pas. Par contre, ça va être intégré à Metaps et ça c'est plutôt cool. À toi Benny, qu'est-ce que tu peux nous dire à court terme sur Cardano ? Alors, si je vous montre le graphique de Cardano contre le dollar, qu'est-ce que vous remarquez? On vient de voir celui de QuantStamp. Regardez, ils sont extrêmement similaires. Ici, QuantStamp. Ici, Cardano. En effet, on a ici la même configuration technique que sur QuantStamp à l'instant. Là aussi, on a une fausse cassure du précédent point bas historique qui lui aussi datait de fin novembre à début décembre. Alors ici, il se trouvait vers les 0,079 centimes de dollars.
On est dernièrement passé en dessous, les vendeurs nous ont amené plus bas, mais les acheteurs ont relativement vite repris la main pour nous faire repasser au-dessus de cet ancien support. Depuis, il a été retesté sans grand rebond derrière, mais sans cassure du support non plus. Donc là aussi, même configuration technique, fausse cassure, faux breakout. En prenant une position à l'achat lorsqu'on a une telle configuration technique, on met les probabilités en notre faveur. Alors je dis pas que ça marchera 100% du temps, bien entendu, aucune configuration technique ne fonctionne tout le temps. Cependant, sur un grand nombre de trades, si vous achetez des configurations techniques similaires à celle-ci, vous serez plus gagnant que perdant, dès lors que vous gérez bien votre risque en vous protégeant d'un stop loss. Donc là aussi, on peut prendre position sur Cardano. Alors si vous êtes investisseur long terme, on peut très bien supposer que le prix de Cardano actuellement est très peu cher comparé à ses précédents points hauts, notamment de mai et de début février. Mais à plus court terme, en tout cas, le fait qu'on ait cette fausse cassure au-dessus de l'ancien support historique nous permet de prendre une position à l'achat, là aussi en se protégeant d'un stop loss en dessous le support des 0,079 centimes de dollar, au cas où le marché repart à la baisse et les vendeurs reprennent la main. L'objectif haussier, alors le premier ce serait les 11 centimes de dollar et ensuite le second, cette ancienne résistance ici, vers les 13 centimes de dollar. Merci à toi, c'est Ripple. Ripple, numéro 2 de ce mois-ci, on en parle tout le temps, donc c'est une monnaie. Ce n'est pas aimé dans le monde des cryptos, des crypto geeks et des crypto fans, mais on peut dire ce qu'on veut. Entre XRapid et XRP, ça fonctionne du feu de Dieu. Ça fonctionne depuis 2014, si je dis pas de bêtises, oui, peut-être même avant, 2013. Faut que je revoie mon historique. Moi, ça, qu'il y en ait autant, bien évidemment, c'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas aussi bon signe, c'est que l'équipe en détient énormément, ce qui ne plaît pas du tout aux investisseurs. Ça se comprend. Et à la fois, je persiste à dire que en étant cul et chemise avec le monde financier actuel, les plus grands fonds vont s'y intéresser, donc la capitalisation globale, c'est sûr et certain, va monter très très fort. Et puis Ripple, aujourd'hui, c'est un produit qui fonctionne, qui est utilisé. Encore une fois, c'est bien beau d'avoir des tas d'ICO, des tas de produits, des tas de trucs qui veulent en foutre plein la vue à tout le monde, mais par contre, Ripple, eux, ils sont dans la place depuis maintenant plus de 4 ans. Bientôt, plus de 4 ans, et ils sont là, et beaucoup de banques leur font confiance, beaucoup de sociétés leur font confiance, et vont encore leur faire confiance encore plus dans l'avenir. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut cracher sur l'équipe, sur le fonctionnement, sur le management par rapport aux investisseurs. Il n'empêche que je trouve que ça reste un très très bon investissement pour le long terme. Et toi, Benny, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport justement, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de volatilité sur Ripple. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de façon un peu plus professionnelle, s'il te plaît? Sur Ripple, je suis haussier tant qu'on évolue pour l'instant au-dessus des 44 centimes de dollars. Si vous le voyez, ça correspond à cette demi-droite noire ici même, qui était en fait résistance durant la période de mai 2017, qu'on a cassé ensuite début décembre. Ça a fait office de support ensuite. Ancienne résistance devient maintenant support, notamment en mars 2018, à nouveau en juillet, et on l'a cassé ensuite en août 2018. Dernièrement, avec le fort pump sur Ripple, on est repassé au-dessus de cette résistance et on est revenu la tester en tant que support, si vous regardez, au point près. Vous voyez sur cette bougie hebdomadaire ici, on est venu taper le support et on a rebondi exactement dessus. Donc pour moi maintenant, c'est ce niveau clé là qui est à surveiller, le niveau des 44 centimes. Tant qu'on est au-dessus, je suis haussier sur Ripple. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut prendre position? Il y a plusieurs possibilités. On voit que pour l'instant, on semble mettre en place une phase de structure horizontale. Donc
lorsqu'on a une phase de structure horizontale qui se met en place, ici, idéalement, on voudrait acheter sur le support, ce qui permettrait d'optimiser le prix et de pouvoir mettre un stop loss assez proche, donc offrir un ratio gain-risque très intéressant. Autrement, on peut aussi se positionner si jamais on a un retour du prix sur la EMA 20, cette moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Autre possibilité, c'est d'acheter sur un pullback. Cependant, je pense que cette moyenne mobile risque d'être moins pertinente sur la EMA 20 en graphique hebdomadaire. Mais elle me semble moins pertinente que la EMA 20 en daily. Donc pour résumer, point d'entrée possible, idéalement sur Ripple, c'est sur le support. Car vous n'avez pas besoin de mettre votre stop loss très loin, il suffit de le mettre juste en dessous de notre support des 44 centimes. Autrement dit, vous pouvez aussi acheter sur un retour plus vers le bas de la zone ou alors sur un retour sur la EMA 20. Plus vous allez acheter haut, logiquement, plus votre trade va avoir de chances d'être activé. Plus vous voulez acheter à un prix optimisé, ça requiert que le prix corrige à nouveau. Ça vous offre certes un ratio gain-risque bien plus intéressant, mais votre trade a moins de chances d'être activé. Donc là, il n'y a pas de mieux, c'est vraiment une décision personnelle. Est-ce que vous préférez maximiser les chances que votre trade soit activé, quitte à avoir un ratio gain-risque moins intéressant? Ou alors, est-ce que vous préférez vraiment essayer d'avoir le meilleur ratio gain-risque possible, quitte à ce que votre trade ne soit pas activé? Là, c'est votre décision personnelle. Cependant, tous ces points d'entrée-là qu'on vient de mentionner sont viables. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce mois-ci en numéro 1? Pas de surprise, les copains, c'est Bitcoin. Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Alors que, je vous dis tout le temps, on parle tout le temps des cryptos qui sont des monnaies, et que les monnaies, c'est pas bien, sauf qu'il y a une monnaie qui va quand même rester number one pendant un bon moment. C'est Bitcoin. Il y a quand même une monnaie qui, quand la capitalisation globale va se renflouer, va se remplumer, c'est avant tout Bitcoin qui va en profiter. Parce que ça s'est toujours fait comme ça, et la prochaine bulle qui va avoir lieu, ça va se faire comme ça aussi. Dans une des dernières vidéos que j'avais faites, où je vous disais est-ce que c'est le moment de réattaquer ou pas, je vous disais que pour ma part, j'avais réattaqué. Et voilà pourquoi ça. Je me disais, parce que tout à l'heure, je regardais à nouveau comment avait fonctionné la bulle de 2014 quand elle avait éclaté. Et donc, justement, alors, Benjamin en parlera de son côté, mais sur son Facebook, il avait posté ce truc-là, son grain de sel sur l'évolution du prix du BTC. Donc, allez sur le Facebook de Cryptélite, de même que vous pouvez trouver mon Facebook et mon Twitter. Alors par contre, je vous inonde pas toute la journée, je mets plutôt 1 ou 2 posts par semaine. Mais vous voyez, je trouvais ça plutôt pas mal. C'est qu'il faut pas hésiter à aller taper. Regardez, je pense que c'est pas pour rien qu'il allait le faire taper là. Il allait le faire taper à 5000, Benjamin. Et je suis assez du même avis que lui, c'est-à-dire que je pense que de toute façon ici, ça a fait résistance, et après ça a fait support. Et là, ça va encore nous faire support. On ne descendra pas sous les 5000 $. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et ce qui veut dire que, vraiment, je pense que c'est le moment de mettre des billes, c'est le moment d'y aller. On va peut-être redescendre à 5000, mais ce ne sera pas la catastrophe, parce que après, on va certainement traverser un petit peu le désert comme ça, tous ensemble, mais on va pouvoir recharger tranquillement, jusqu'aux prochains investisseurs, jusqu'à la prochaine bulle. Et donc, étant donné que là, on commence à être plutôt pas mal, je pense que c'est à nouveau le bon moment pour retourner sur Bitcoin. Surtout, écoutons voir ce que Benjamin a à dire. Alors Bitcoin, même si techniquement il n'est pas dans la meilleure configuration qu'on puisse le souhaiter, je suis tout à fait d'accord avec toi de le mettre en numéro 1, car c'est, pour tout investisseur en cryptoactifs, Bitcoin c'est la priorité, c'est la crypto-monnaie à détenir avant même d'acheter d'autres altcoins ou d'autres cryptoactifs. Charlie Lee, le fondateur lui-même de Litecoin, l'a dit que avant d'aller voir à droite à gauche sur les altcoins, il vous faut essayer d'avoir au moins un Bitcoin et ensuite vous pourrez aller investir sur des altcoins.
Donc la priorité dans votre portefeuille, que vous soyez investisseur ou trader, c'est d'essayer d'avoir des bitcoins. Alors techniquement, Bitcoin, lui, il évolue horizontalement depuis maintenant un peu plus de 3 mois. En effet, on est dans ce range entre la zone des 6800 à 6900 et notre support de cette année vers les 5800 $. Depuis maintenant 3 mois, et alors sur ces 3 mois, on a eu des phases de sortie à la hausse, mais on a passé plus de 70% du temps au sein même de cette zone. Si vous êtes investisseur long terme sur Bitcoin, vous pouvez prendre des positions partielles, alors pas all-in dès maintenant sur Bitcoin, mais en acheter un petit peu maintenant. Si jamais Bitcoin repart à la baisse, achetez à nouveau sur des niveaux support, en fait ce qui correspond à pyramider vos achats et vos prises de position au fur et à mesure sur la baisse pour lisser votre prix en tant qu'investisseur long terme. En tant que trader court terme, néanmoins, si vous voulez prendre des positions à l'achat, je vous recommande fortement, tout du moins si vous voulez mettre les probabilités de votre côté, d'attendre une cassure à nouveau de cette résistance court terme ici même, qui correspond à la résistance la zone des 6800 à 6900 $. Comme vous le voyez, c'est une zone qui est clairement identifiée par le marché. Donc si on venait à la casser à la hausse, idéalement, vous attendriez un pullback sur la zone pour ensuite profiter d'une nouvelle phase de hausse à court terme. Autrement dit, au milieu du range ici, c'est vraiment 50-50, c'est bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc acheter comme ça au milieu du range, ça ne vous permet pas une bonne gestion du risque, donc ça ne met pas les probabilités en votre faveur, donc ce n'est pas forcément quelque chose de très pertinent ou de très intelligent à faire. Donc vraiment, pour se placer en tant que trader, pour profiter d'une hausse potentielle à court terme ou moyen terme sur Bitcoin, attendre la cassure de la résistance en achetant idéalement sur un pullback. En tant qu'investisseur long terme, car je le rappelle, il faut avoir des Bitcoins en portefeuille si vous voulez investir sur les cryptoactifs, c'est la base. Achetez peut-être un petit peu sur les cours actuels, car sur le long terme, 6529, ça a de très grandes chances d'être un prix qu'on ne reverra peut-être pas d'ici plusieurs années. Mais tout de même, on n'est pas certain que la baisse soit totalement terminée. Donc, pyramidez vos achats sur différents niveaux clés, notamment le support des 5800, les 5500 $, les 5000 si jamais on y revient, etc. Voilà, c'est tout pour le top et les analyses techniques de ce top du mois d'octobre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'octobre et on se retrouve en novembre pour le top du mois prochain. Ciao! Eh bien, merci à toi, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On se retrouve bien évidemment pour le mois prochain. Vous avez toujours l'opportunité de cliquer sur le lien sous la vidéo pour avoir accès à 2 heures de formation gratuite. Et autant vous le dire tout de suite, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous le dis tout net, vous pouvez mettre votre prénom et votre adresse mail sur crypto-formation.fr. Profitez-en parce que là, durant le mois d'octobre, on va faire une offre spéciale. Et il va y avoir une nouvelle formation, une formation spécialement dédiée à la psychologie. Vous savez que je suis psychologue et investisseur et donc que la psychologie de marché est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et on va créer, enfin on a créé comment on appelle ça? Une formation spécifique par rapport à la psychologie de marché qui va arriver avant la fin du mois, je l'espère. Et donc à cette occasion et à l'occasion du 2e anniversaire de crypto-formation.fr, et ben justement on va vous faire une offre spéciale, donc profitez-en parce qu'après au mois de novembre ce sera un petit peu plus cher les copains. Allez, à très bientôt, ciao!